Madame, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à cette tranche que Télé 7 vous propose. Malgré ces défis, la crise récente offre la possibilité de s'atteler aux causes profondes du conflit et de mettre un terme au cycle de violences récurrents en République démocratique du Congo. Ce sont là les termes qui entament l'accord cadre signé le dimanche 24 février à Addis Ababa. On a retrouvé 11 États. 11 États étaient représentés à l'occasion. Et pour essayer de cerner les contours de cet accord qui a fait couler encre et salive avant même sa signature, j'ai fait venir deux invités, pas de moindre, M. Mathieu Moulaja, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus sur la place de Kinshasa. Bonsoir, M. Mathieu. Bonsoir, bienvenue. Et un autre Mathieu, lui c'est Mathieu Kalele Kabila, le professeur. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et avec les deux, on va essayer d'entrer dans les méandres de cet accord cadre, cet accord initié, élaboré par les soins du secrétaire général des Nations Unies et avalisé par différents chefs d'État de la sous-région ainsi que celui de la République sud-africaine. Alors, professeur Kalele, je commence par vous. Cette fois-ci, on dit malgré toutes les crises qu'on a connues, ce 15e accord du genre, c'est la solution. Oui, ils le disent. C'est une façon diplomatique. Mais il faut bien lire la suite. Les engagements à l'endroit de la République démocratique du Congo. On commence par dire engagement renouvelé. Pour les pays africains, ils disent également renouvelé. Et ça signifie qu'il n'y a rien de nouveau. Et les choses qui ont déjà été dites, la fois passée, je vous ai dit que c'était le 15e accord de paix qu'on signait. Pas renouvelé, ça signifie que ça ne se réalise pas. La suite, les intervenants, le nombre a été sensiblement augmenté. Il n'y a plus que les pays de la région. D'ailleurs, ils disent eux-mêmes que le concept région, c'est eux qui vont le définir, en donner le contenu. Mais les autres intervenants, vous avez des pays africains qui interviennent, vous avez des pays européens qui interviennent, vous avez des pays américains qui interviennent, vous avez des institutions financières internationales qui interviennent sous le contrôle des Nations Unies. Et tous ces intervenants ont l'autorisation de suivre pas à pas ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire qu'il y a mise sous tutelle, il y a élargissement, augmentation du nombre de pays qui surveillent ce qui se fera au Congo dans tous les domaines. Le domaine de l'armée, le domaine de la police, le domaine de la décentralisation, le domaine économique, tout. Nous ne gérons plus le pays seul. Nous le gérons sous l'œil vigilant, contrôleur des autres. En d'autres termes, on a fait un constat que la gouvernance congolaise a échoué. Il faut revenir à sa rescousse et gérer ensemble avec elle. Alors, Mathieu Moulaja, nationaliste que vous êtes, cet accord vous paraît également comme étant une mise sous tutelle de la République démocratique du Congo? En quelque sorte. Parce que vous savez que si nous sommes allés vers le partenaire, vers les Nations Unies, c'est qu'il y a eu déficit en termes de l'organisation de l'armée, par exemple. L'armée n'a pas été capable d'assurer la souveraineté et de défendre l'intégrité territoriale. Parce que maintenant, là, nous avons une souveraineté qui est sur papier, mais en réalité, notre souveraineté est partagée avec la communauté internationale qui doit intervenir. Et quand vous voyez cet accord, c'est un cadre. On dit un cadre. C'est-à-dire, on est en train d'évoquer des principes généraux.
Et ces principes généraux, quand vous les voyez, chaque principe est globalisant. Il globalise un thème qui sera développé demain ou après-demain, ça dépend du timing qu'on va y mettre. C'est ça aussi les dangers, hein, Mathieu Moulaja. Voilà. Donc, ça dépend du timing qu'on va mettre à faire ça. Parce que la mise en exécution, on va la définir après. Et quand vous voyez, quand il s'agit de la République démocratique du Congo, on met au futur. On met au futur. Absolument. Regardez bien, dans les thèmes, on met au futur. Je vous aide, par exemple, un engagement renouvelé à continuer et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police, consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser le pays voisin, effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation, promouvoir les développements économiques, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base, promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances, et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. C'était juste pour vous aider à continuer. Et vous voyez que ce sont des principes globalisants. Et ces principes ne sont pas encore définis dans les temps. On n'a pas encore mis un thème en termes les thèmes de référence et les timings pour... Donc c'est vraiment ce qui est un peu bien, c'est que tout le monde maintenant est mis dans des sacs. Comme l'a dit le professeur, on est intéressé. Mais maintenant, ça dépendra de notre leadership, nous les Congolais. Parce que tout ceci, nous pouvons le tourner à notre avantage si demain nous avons un gouvernement fort, avec les hommes politiquement bien imprégnés, avec les hommes capables de discuter. Parce que pour le moment, regardez, on a quelques départements qui fonctionnent, qui sont en tête avec des politiques. Vous avez les affaires étrangères, vous avez le ministère de l'Intérieur, quelques départements, mais le reste, ce sont des techniciens. Le problème politique, il est flaire, mais ils sont plus dans leur technologie, dans leur carcan des technocrates. Des technocrates. Et alors, avec ça, et on est en face des politiciens rompus, des politiciens roublards, des gens qui savent jongler avec le mot et qui savent se les passer d'un côté et de l'autre. Et quand on vous signe, quelqu'un peut interpréter de 10 façons ce que vous lisez en français clair, lui peut les deux. Alors avec ça, il faut que nous, de notre côté, parce que vous ne pouvez pas dire aux Congolais de faire respecter l'autorité de l'État quand on a un gouvernement faible. Un gouvernement qui est même coupé de la population. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je voyage, je prends tout le temps les taxis et tout cela. Le professeur est dans sa voiture, mais moi je suis dans les taxis et les taxibus. J'entends ce que la population dit. Et un gouvernement qui va chercher sa légitimité aux États-Unis, alors que c'est un gouvernement ici du peuple congolais. Alors là qu'est-ce que vous voulez dire clairement là? Parce que l'exigence numéro 6, si je vous garde, M. Mathieu Moulaja, exige de la RDC la réforme structurelle des institutions de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que ces institutions-là doivent être renforcées. Et c'est-à-dire... Comment on va procéder? Une réforme de fond en comble. J'ai commencé par le gouvernement. Il ne répond pas aux aspirations du peuple, qu'on ne se le cache pas, qu'on ne se vante pas. Ce n'est pas quelques 5 ou 6 départements où il y a des politiciens rompus qui peuvent entraîner tout le reste parce qu'on ne vient pas au sommet de l'État pour apprendre. Donc non, il faut laisser la politique aux politiciens qui sont rompus. Quand on est des technocrates, on va pour donner des avis techniciens. Et on ne peut pas être à la tête quand on ne comprend pas les méandres de la politique. Ça, c'est de 1. De 2, on ne peut pas faire une politique pour satisfaire l'extérieur, satisfaire les institutions de Bretton Woods, satisfaire, alors que son propre peuple, on ne satisfait pas la moindre de ces... Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le chef de l'État l'a dit. La population est fatiguée d'attendre stabilité macroéconomique. Indicateurs verts, mais pour un croissance. Pour un chef de l'État qui est tenu à la réserve, quand un chef de l'État sort cela, si moi,
je suis chef de gouvernement. Je comprends. Je tire ma conclusion et je rends mon tablier. Voilà, on va en rester là. Professeur Mathieu Kalele, vous avez certainement suivi votre homonyme Mathieu Moulaja qui vous tend pratiquement une passe en or. Parce que là, on reconnaît qu'il y a une certaine faiblesse dans la manière de conduire les affaires de l'État. Est-ce que ce n'est pas ce dialogue, les concertations à venir qui pourront aider à ce que l'on puisse se doter d'un cadre pouvant permettre justement la réforme structurelle des institutions de l'État? Bon, au début, on y pensait. Mais avec ce qui se passe maintenant chez M. Minakou, les groupes, les associations qui se créent, qui se recréent, etc., ça frise le folklore. Il y a des partis politiques qui se créent, des anciens députés, les femmes, les veuves, etc. Mais les gens qui sont restés pendant longtemps en hibernation, qui n'ont pas pensé politique, on dit dialogue, 3, 4 se concertent, ils viennent dire nous allons nous faire recevoir. Ce n'est pas ça qu'on voulait. Ça, si c'est vraiment de cette manière qu'on entend le dialogue, je pense que je serai parmi ceux qui ne pourront pas participer à cette histoire. Ça devient du folklore. La politique de la chaise vide ne paye pas. Au moins, je n'aurai pas de remords. Parce que ça ne pourra produire rien du tout. C'est peut-être parce que les gens croient que comme à Sun City, on va décréter tous ceux qui ont participé deviennent députés. C'est du folklore. Ce n'est pas ça le problème. Les pays ne marchent pas faute de députés ou de sénateurs. Ils ne marchent pas faute de ministres. Les causes profondes sont ailleurs. Revenons à l'accord cadre. Texte. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là-dedans. Le Rwanda et l'Ouganda, là-dedans, sont juges et parties dans cet accord-là. Ils agressent, ils doivent surveiller l'application. L'Ouganda signe même 2 fois. Oui. Comme Ouganda et comme président de la CIRGL. Ah, c'est important. Et on met là-dedans une obligation pour la RDC. Il doit s'abstenir de servir de base à des groupes armés qui déstabilisent les autres pays. Certainement qu'on pense au FDLR, à l'ADF, NALU et l'ERA. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Ces groupes-là n'insécurisent pas le Rwanda et l'Ouganda. C'est chez nous qu'ils tuent. C'est chez nous qu'ils violent. C'est chez nous qu'ils pillent. Vous n'avez jamais entendu que sont allés au Rwanda, ils ont tué et pillé. Et ils sont régulièrement aidés ou recyclés par des troupes régulières de ces pays-là. Troisièmement, quand on parle de la réforme des services de sécurité, ça reste vague, l'armée, tout ça. Parce que beaucoup de gaffes ont déjà été commises à l'intérieur. Nous avons déjà, par le mécanisme du brassage, mixage, beaucoup de Rwandais dans l'armée, dans la police. Et des fois même à des postes de commande. Nulle part on nous dit qu'il faut d'abord les faire sortir. Dans les institutions, nous avons des députés rwandais. Au gouvernement, nous avons des Rwandais. Le type de réforme là, c'est quoi? C'est en injecter d'autres ou quoi? La démarche aurait été extirper d'abord les étrangers qui sont dans nos institutions pour sauvegarder la souveraineté du pays. Quand on dit que la Banque mondiale, la Banque africaine du développement doivent surveiller, elles sont déjà là. Nous venons de Lubumbashi, la conférence sur les mines. Qu'on lise attentivement le discours d'ouverture de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Et malgré tous les efforts, toutes les ouvertures qu'on a offertes pour que
les gens viennent investir dans le secteur minier. Ils ont effectivement investi, mais le Congo, le gouvernement n'en tire pas grand-chose. Le peuple congolais, encore moins. Mais maintenant, on voudrait renforcer l'action de contrôle de ces institutions-là. C'est pour ça que nous disons que, en somme, en ajoutant le Soudan du Sud, en ajoutant, je crois, le Centrafrique, oui. en ajoutant La République sud-africaine et le Mozambique. Le Mozambique et tout ça. On protège en somme le Rwanda et l'Ouganda. Parce que tous ces nouveaux-là, quand ils viennent manger eux aussi, quand ils viennent piller eux aussi, quand ils vont découvrir, ils n'auront plus l'envie de raison de s'attaquer aux anciens agresseurs. Alors, et l'équation va être extrêmement compliquée pour nous. Et là-dedans, dans cet accord-là, qui a été signé hier, on ne parle plus de cette force musculée d'intervention. Mais le principe est énoncé. Mais le principe est énoncé. On va la mettre sous le contrôle de la MONUSCO. Or, on sait que la MONUSCO n'a aucun intérêt à attaquer les groupes, les forces négatives, parce qu'elles lui fournissent des minéraux. On connaît le truc. Échange d'armes. Grave accusation, professeur. Non, non. Ce n'est pas... Bon, c'est les faits. Échange d'armes contre minéraux. Contre minéraux. On sait également que les ONG qui sont là-bas, nous sommes le seul pays à totaliser 10 000 ONG. Ici. 10 000. Et la plupart sont à l'Est. Quand il s'est agi de l'affaire de Kunda Batouare, les ONG l'ont crié sur tous les toits. No Kunda, no job. Donc, elles se nourrissent de l'exploitation là-bas. Voilà. Et on nous dit aussi que la Belgique va jouer un rôle très important dans ce mécanisme de contrôle. Mais Tracting Belgium, les avions qui transportent les minéraux sur le sol congolais, pour les acheminer à Kigali. Ce sont des avions belges. Alors, Monsieur Mathieu Moulaja, je voudrais qu'on revienne. Le professeur l'a évoqué, le Rwanda, l'Ouganda ne sont plus considérés comme des pays agresseurs. Nulle part dans l'accord on le relève. Se dire que les deux États sont innocentés, purement et simplement. Bien, je crois que quand on lit cet accord, c'est rédigé en termes diplomatiques, comme il l'a dit. Mais ce que je constate, je vous ai dit, ça dépend de notre leadership. Si nous renforçons notre leadership, et ici, on a ouvert le cadre, même à la SADC, même à la SADC. Et nous savons par exemple que les pays de SADC n'ont jamais marché avec le Rwanda et l'Ouganda. Vous comprenez? Et si nous saisissons cet accord au Mont, et que nous nous appuyons sur la SADC qui a déjà promis de fournir 4 000 hommes, déjà, et la SADC a déjà promis de renforcer aussi des trônes. On nous met même l'Union européenne là-dedans. Et on sait que le Rwanda a des problèmes avec certains pays européens. Vous comprenez? Et comble de l'absurde, on met même les commanditaires, comme les pays anglo-saxons, les États-Unis, la Grande-Bretagne et tout ça. Ce sont les commanditaires. Au lieu qu'on traite avec le pays écran, on met le commanditaire en face. Nous pouvons tourner les choses si vraiment nous avons des hommes intelligents, des hommes une intelligence stratégique. Stratégique. Qui peuvent saisir les choses et vouloir maintenant dire, bon monsieur, on vous a mis là-bas, vous avez commandité, le professeur vous a dit, Trading Belgium, transporte les minéraux. Tout ça, ainsi de suite. Vous avez suivi le téléphone de sang, comment ça s'est développé à partir des États-Unis jusqu'en Belgique, pour dire qu'il faut mettre. Et si nous avons des hommes politiques rompus, nous pouvons faire notre lobbying
en réveillant dans ces pays même qui sont les commanditaires de tels lobbying, et nous mettons à côté de nous la SADC, nous pouvons transformer les rapports de force. Ici, c'est un problème de rapports de force. Parce qu'on ne peut pas demander à la République démocratique du Congo d'assurer l'autorité de l'État alors que cette République est envahie et n'a pas su en recourir justement à la communauté internationale pour se défendre. Et la même comme membre de cette communauté internationale. Oui. Alors la même communauté internationale dit, nous attendons que vous assuriez l'autorité de l'État, y compris même dans le développement économique et tout cela. Que vous assurez même la sécurité de vos voisins. C'est comme vous, bienvenue, vous venez chez moi. Grand frère, on est en train de me boxer là-bas. Il faut sauver les vies humaines, ma maison. Quand vous arrivez chez moi, je vous dis, j'attends de vous que vous puissiez assurer la protection de votre famille et de votre maison. Vous voyez là, c'est la réponse du berger à la bergère. Mais de quelle manière d'ailleurs? De quelle manière? Mais ce qui est important, c'est que le cadre est tracé. C'est à nous, avec notre leadership, je suis un nationaliste, je crois au nationalisme, avec l'éveil de notre conscience nationaliste, en envoyant nos jeunes gens sous les drapeaux et en réformant, en purgeant notre armée. Moi, je ne vais pas par 4 chemins, en les purgeant. Et en faisant une armée nationaliste, une vraie armée. À ce moment-là, nous allons nous imposer. Et les rapports de force, avec ces cadres que nous ont tracés, nous allons les dire, vous avez dit ceci, voilà ce que nous avons fait. Vous avez dit ceci, c'est ce que nous avons fait. Surtout qu'ils disent que personne ne dérange notre souveraineté. C'est-à-dire nous sommes libres de faire notre armée comme nous le voulons. Sans injonction. Nous sommes libres de nous passer de leur brassage, de leur mixage, et même de foutre tout, de faire table rase de tous ces mixages, et de tous ces brassages, pour faire une armée vraiment républicaine et de regarder la chaîne de commandement. Sur la chaîne de commandement, ça ne va pas. Comment voulez-vous qu'un message qui est lancé pour la communication au front, les pays même agressés ont déjà ce message? Comment voulez-vous que l'armée, les jeunes gens qui combattent, quand ils ont besoin de munitions, on donne les numéros de munitions qui ne correspondent pas aux armes qui sont là-bas? Donc la chaîne de commandement doit être revue. Il ne faut pas se les cacher. Alors, professeur Mathieu Kalele, la chaîne de commandement doit être assainie, à en croire Mathieu Moulaja. Et lorsque vous avez bien peint la situation, il y a des infiltrations qui ont été opérées. Et lorsque, dans cet accord cadre, il est demandé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, est-ce que c'est juste pour le plaisir d'énoncer le principe ou ce principe sera purement et simplement inopérationnel? Non, c'est pour le plaisir de renoncer. Je vous ai dit qu'il faut bien lire le texte. C'est un texte élaboré par des stratèges politiques et diplomatiques. Quand ils mettent renouveler, c'est-à-dire que ces choses ont déjà été dites. Et vous ne l'avez jamais fait. Dites. Et on ne l'a jamais fait. Et il y a, comme disent les bassonniers, quelque puissant que soit votre fétiche, il est préparé dans une maison où gît une tortue, il devient inopérationnel. Vous voulez vous protéger contre les Rwandais, les Ougandais, mais vous avez les Rwandais et les Ougandais dans toutes vos institutions. Vous avez même le Rwanda comme au Conseil de sécurité. Il voit tout ce qui se fait. Et à l'intérieur, il a toutes les informations. Vous pouvez croire à la sincérité comment? Lorsque on dit les forces négatives, mais quand nous voyons le procès verbal de création de beaucoup de ces forces, nous sommes partie prenante. Lorsque nous voyons que une de ces forces négatives, déclarée par l'ONU comme peste, mais nous continuons à discuter, et au lendemain de la signature,
nous rentrons à Kampala, pour continuer à discuter. Oui. Une parenthèse, professeur, c'est comme si l'accord cadre a permis de débloquer Kampala. Oui, en tout cas, ce que nous voyons là. Parce que si ces forces-là sont condamnées, mais on signe dimanche, lundi matin, nous rentrons à Kampala. Et c'est le gouvernement congolais qui supporte le séjour de ces forces négatives. Le per diem, c'est nous. Et nous venons de signer un texte pour dire qu'ils sont infréquentables. Il y a beaucoup de choses. Alors, M. Madié Moulaja, même question pour cette parenthèse. On signe l'accord cadre, aussitôt on saute dans l'avion, on va à Kampala. Est-ce que cet accord cadre est venu à la rescousse des négociations de Kampala? Non, on a entendu seulement à la signature de cet accord, les mêmes 23 disent qu'ils ne sont pas concernés. Et que si vous voulez qu'ils cessent, on doit continuer avec et arriver à des solutions. Donc la République, dans le temps où on est, ne peut pas ignorer ça. Parce que vous savez, il y a une chose, aller manger à l'hôtel, où ça coûte très cher, où le gouvernement a beaucoup de dettes là-bas, où une chambre est très très chère, et où même une telle chambre peut payer les salaires de 20 fonctionnaires ici, oui. Vous voyez? Alors à ce moment-là, il y a nos populations à l'est et attendent de vivre. Ils sont toujours en insécurité. Ceux qui sont déplacés. Et dans cet état de faiblesse, il faut le faire. Parce que moi je crois, le professeur l'a évoqué, que Obed Minaku est en train de faire du folklore. Je suis d'accord avec lui. On ne peut pas faire ça. Dans une famille qui se respecte, si vous, bienvenue, vous êtes de ma famille, vous avez commencé à faire quelque chose. Si j'ai des idées, je vous dis, on ne se contredit pas sur la place publique. Ça, ce n'est pas une discipline dans une famille. Et par exemple, aller à la source. Vous, chef, est-ce que vous avez permis ça et ça? Si vous avez des remarques, vous donnez. Vous n'allez pas faire ce folklore. Maintenant, ça s'est transformé vraiment en marché des dupes. Parce que maintenant, c'est tout le clientélisme politique est entré là-dedans. Et maintenant, ça dilue. On a même oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel, ça dilue. Or, cette majorité présidentielle devait être un organe de combat du chef de l'État sur le terrain. Vous et moi, nous sommes dans la masse. Quand il y a eu la crise de Goma, vous avez vu cette majorité communiquer, donner sa position. Non. Vous avez vu combien de partis de la majorité organiser des meetings, mettre la population dans la rue pour protester, réclamer même cette force naître. C'est ça aussi la manière politique, parce qu'on dit les partis politiques concourent au suffrage. Mais le suffrage, c'est amener le peuple à s'exprimer. Vous les avez vus, cette majorité? Non. Quand il s'agit de positionnement, quand il s'agit de dire tellement voler la vedette pour aller, on voit maintenant les hommes sauter. Mais on saute sur quelque chose qu'on n'a pas préparé, qu'on n'a pas de contenu. Maintenant, ça revient toujours à la même chose. C'est ça le mal. Donc, avec ça, le chef de l'État est seul. Il n'a pas vraiment une plateforme pour le soutenir. Comment voulez-vous qu'il ne puisse pas rentrer aux négociations avec le M23? Comment voulez-vous qu'il ne puisse pas qu'il ne rentre pas aux négociations? Mais professeur Kalele, cette guerre a toujours été considérée comme une guerre de prédation. L'accord cadre pense avoir trouvé de solutions en proposant de renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. C'est un euphémisme, professeur. Oui, c'est un euphémisme qui cache simplement le pillage. Le tout premier rapport de l'ONU sous Musée était intitulé « Pillage des ressources naturelles Congo ». Le panel. Le panel. C'était le pillage. Ce pillage n'a pas cessé. C'est celui-là qui continue aujourd'hui, mais en démultipliant le nombre de pilleurs.
Cette phrase-là, dans le premier texte, elle n'était pas libellée comme ça. Non. Dans le texte initial, elle n'était pas libellée comme ça, elle était plutôt libellée de cette manière-ci. L'exploitation commune des ressources naturelles est vivement recommandée dans le strict respect des intérêts légitimes des voisins. Ah, voilà. Mais puisqu'il rentre... C'est la même idée, hein, fondamentalement, oui, essentiellement. Non, dans la deuxième version, elle est plus douce. Celle-là, elle est brutale. Ils doivent s'être rendus compte qu'on ne s'exprime pas comme ça. Il faut un peu de l'intelligence pour masquer. On nous donne une version féministe. Beaucoup plus soft. Oui, mais ils sont rentrés à Kampala. Mais la même idée est dans l'accord du 23 mars 2009. Prenez l'article 9, 10, 11. Il parle aussi de la coopération économique. Mais là, c'est aussi très cru. Le Rwanda, le CNDP ou le Rwanda et tout ça participent à l'identification des gisements miniers, à l'évaluation de leur teneur, à la commercialisation et à la supervision des recettes qu'on récolte. C'est la même idée sur le plan économique. Vous avez également là-dedans, il parle de tolérance. Mais dans le premier texte... Tolérance et réconciliation. Ah, dans le premier texte, ils ont parlé de reconnaissance de la citoyenneté. Oui. Chez le M23, ils sont spécifiques. C'est aux Rwandais qu'il faut reconnaître la nationalité congolaise. Et il faut punir de manière exemplaire quiconque désigne XY en disant qu'il est rwandais. C'est le même texte, ce sont les tournures qui sont en train de changer. Là où ils avaient utilisé des tournures brutales qui ont choqué les gens, ils ont adouci dans le texte. Le dernier. Mais il ne faut pas qu'on oublie également, parce que ce n'est pas séparé toutes ces histoires-là. Il ne faut pas qu'on perde de vue deux choses. La première chose, le 28 janvier, Ban Ki-moon présente la première mouture. Les pays africains, particulièrement ceux de la SADC, refusent de signer. En tête l'Afrique du Sud. Bon, ils refusent de signer. On se sépare, Ban Ki-moon va aux États-Unis. Il demande l'appui du gouvernement américain. Et une déclaration officielle du gouvernement américain par son sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Johnny Carson. Oui, dit faire revenir la paix au Congo, c'est une entreprise redoutable. Mais nous y parviendrons en utilisant des mécanismes subtils, oui. Notamment ceux que nous avons utilisés en Yougoslavie et au Soudan. Et au Soudan. Et vous avez déjà le Soudan du Sud là-dedans comme pays signataire. En somme, ils veulent arriver à la partition parce que tout ça, il faut le mettre ensemble. Tout ça est lié. Oui, mais ils ne disent pas, ils ne disent rien sur l'évacuation de Massissi, de Rutshuru, où il y a déjà une administration rwandaise qui s'est consolidée. Et Miss, en week-end, a fait une déclaration, elle dit que la présence rwandaise se renforce du point de vue administration, du point de vue gestion de cet espace-là. Donc, est-ce que vous avez trouvé là-dedans le rôle de l'armée congolaise, de la police congolaise? Alors, je viens à les oublier. Absolument. Peut-être que c'est dans la réforme et qu'il faut les retrouver. Alors, Mathieu Moulaja, il y a cette question de la prédation. Vous vous souviendrez, Herman Cohen avait carrément proposé une gestion commune des richesses. Le président Sarkozy également, il a également lancé l'idée, à la surprise générale d'ailleurs, et ça avait créé un tollé ici au pays, de cette gestion commune des richesses. Est-ce que quand on parle des ressources naturelles,
ici dans cet accord? On voit quoi? Qu'est-ce qui vient à l'esprit du coup? Non, ça veut dire, toute cette guerre qu'on fait à la République démocratique du Congo, il faut aller à l'accord, à la conférence de Lugano en Suisse, là où ils avaient dit, c'est vraiment un scandale. Et Dieu, qui est un être juste, ne peut pas permettre à des sous-hommes de disposer de richesses incommensurables quand eux-mêmes ne savent pas les gérer. Et ils avaient proposé dans le temps de transformer le Congo en Congo utile. Le Congo utile, c'est-à-dire le Congo qui a le même climat que la Suisse, là où on cultive la patate et tout ça, ainsi de suite. Et c'est l'heure où ils peuvent aller faire habiter. Et ce Congo utile-là, il faut aussi mettre un Congo là où il y a le minerai et tout ça. C'est le Congo utile. L'autre là, c'est le Congo safari. Là où ils ont des rhinocéros et de tout ça, où ils viendraient faire des trophées. Et l'autre Congo, c'est le Congo inutile. Donc là, on fait. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de Congo inutile. Le professeur Kalela était ministre des mines. J'ai été directeur de cabinet aux mines. Nous savons que la NASA a une carte que j'ai consultée, que lui a consultée, que dans chaque village de la République démocratique du Congo, il y a l'or et les diamants. Parce que nous avons des cours d'eau. Et ces minéraux sont alluvionnaires. Ça commence à la Roche-Mère et c'est entraîné par des cours d'eau. On a trouvé ça dans chaque. Moi, j'ai vu cette carte de la NASA aux États-Unis. Je l'ai vu au Pentagone. Comme ça, épinglé. Et nous avons, par exemple, on nous disait dans l'État, nous n'avons pas le nickel, c'est ce qui nous manque. Nous en avons. Et nous avons le colombo-tantalite. Le coltan. Le coltan. C'est-à-dire, avec le cobalt. Mais tout l'aérospatial, c'est chez nous. Maintenant, la guerre du nucléaire, mais c'est chez nous qu'il y a l'uranium qu'il faut couper 3 fois, 4 fois pour avoir l'uranium enrichi, que les autres prennent 10 ans pour enrichir. Mais nous en avons enrichi qu'il faut couper 2 ou 3 fois pour trouver l'uranium enrichi militaire, que les autres cherchent, que Koweït et tout ça, ils se font la guerre pour ça, mais c'est à Chinkolo. Avec ça, il a failli seulement une journée, on a pris ça, on a anéanti Nagasaki et Hiroshima. Alors vous voyez, avec ça, on ne peut pas nous lâcher. Et on ne peut pas nous lâcher. Et le malheur de Joseph Kabila, c'est d'avoir les jouisseurs avec lui. Au lieu d'avoir des nationalistes qui se rendent compte de ça. Regardez Mouzé. Mais il devait les sanctionner. Une minute. Regardez Mouzé. Il est venu sous les mêmes gens qui l'ont porté. Dès qu'il est venu, il a compris qu'il était nationaliste. Oui. Il a changé. Il a changé de Kazakh. Il s'est appuyé à qui? À la SADC. Oui. Les mêmes personnes n'ont pas pu lui arracher le pays. Ils ont résolu de l'assassiner. Mais tout ce que nous avons comme mélange, méli-mélo, tous les gens le profitaient qui cherchent que des postes qui ne sont pas affirmés avec ça. Mais c'est dramatique. Joseph Kabila, depuis qu'il a commencé, il vole que des drames en drames. Il est temps de réformer cette classe politique. Il est temps de punir. Et il est temps de se débarrasser des jouisseurs. Il faut des nationalistes qui savent même se sacrifier. Qui savent se sacrifier, qui ne peuvent même pas toujours penser que la politique c'est pour apporter des ressources personnelles. Et à ce moment-là, pensez au moins à sécuriser. Sinon, on va régner sur qui? Sur la population qu'on décime et les cimetières qui sont là. On va régner sur les cimetières. Il faut des nationalistes pour épauler les leaderships du pays. Professeur Kalele, nous avons un mécanisme 11 plus 4. Est-ce que ça, 11 plus 4, et il vient en soutien aux efforts régionaux en cours et sera par conséquent soutenu par et étroitement lié à l'Union africaine, la CIRGEL, etc. Ça vous rappelle le SIAT, hein? Oui, le SIAT a élargi. C'est ça pratiquement le Congo, pour employer une autre expression, est réduit dans son rôle de colonie internationale, occidentalo-africaine. C'est ça le rôle qu'on nous fait jouer ici. Un président de la République,
Là, j'en parle. Mais vous savez que les collaborateurs aussi suivent le pas du leader. Quand Mobutu dit Ibana Mayele dans un meeting public, c'était au sauve qui peut. Bapesi et comme Yayo. On suit l'exemple de celui qui est à la tête. Surtout lorsque il n'y a pas de punition. Tout ça, c'est connu que les gens sont des prédateurs. Et Kabila lui-même le dit. Tolérance zéro. Les portes de prison seront ouvertes, etc. Mais au Bandung, quand on a dit ouvertes, les prisonniers ont ouvert, sont sortis. Bon, donc il y a des problèmes extrêmement sérieux. Nous pensons que... Et ce sera votre conclusion pour aujourd'hui? Oui, nous pensons qu'il faut agir beaucoup sur la population congolaise. En quoi faisons? La prise, toutes ces informations doivent lui être données. Même ce texte, avant qu'on aille le signer, nous devrions en être informés. Même en discuter. En discuter sérieusement pour qu'on sache, qu'on émette son point de vue. Vous le faites aujourd'hui. Mais officiellement, le gouvernement ne nous a pas donné les détails de ce texte. Hein? Il y aura certainement... On veut présenter les choses comme si c'était un problème majorité-opposition. Non, non, ça c'est la nation. C'est un problème du pays. De la nation. Alors, est-ce que nous sommes servis ou bien nous sommes desservis? Voilà. Enfin, je termine. Oui. Je dis, je suis heureux en suivant aujourd'hui le débat de Juan Gomez tous les jours. Tous les Congolais qui sont intervenus, à l'exception d'un seul du Bas-Congo, sont contre cet accord. Alors, Mathieu Moulaja, on va finir avec vous. L'accord dit que la solution, la MONUSCO, fait partie de la solution des problèmes de la République démocratique du Congo. Comme ça, vous allez conclure notre émission d'aujourd'hui. Merci. Je voudrais revenir sur une petite chose que le professeur a dite. Je crois qu'on dit on imite Joseph Kabila. Non. C'est le professeur et les autres qui ont fait leur constitution qui a été élaborée par le Parlement de transition, qui a fait que Kabila est comptable devant le peuple, mais qui ne lui a pas donné, qui lui a donné que des pouvoirs d'arbitre. Parce que dès qu'il veut faire ça, il a violé la Constitution. La Constitution ne lui permet pas ça. Il faut passer par la justice, il faut passer par là. Si c'était un président avec des pouvoirs étendus et des pouvoirs forts, ça aurait été autre chose. On lui a donné, lui, il doit se présenter au suffrage universel, comptable devant le peuple, mais ceux qui ont le pouvoir réel, c'est les cours et tribunaux et le gouvernement. Lui n'est qu'un arbitre, il n'est que le garant. Et la Constitution, je l'ai parcourue, on ne lui donne pas de pouvoir d'agir directement. Donc, entre-temps, on lui met tout sur la tête, on les lie les mains. Je crois qu'il est temps de faire une constitution adaptée. À nos pays où il y a des vacances, il faut que le président ait des pouvoirs forts pour pouvoir frapper sans attendre même cette justice-là qui met en prison des journalistes innocents. Qui font le travail d'investigation, à l'instar de Diana. Tout ça. Non, il faut des pouvoirs forts pour frapper. Et puis, votre question, c'est... Oui, la MONUSCO, ça fait partie de la solution. La MONUSCO, nous l'armée congolaise... Non. Je pense quand même que si nous acceptons ça, c'est peut-être pour faire plaisir à la communauté internationale. Ils nous prendront au mot. Hein? Ah oui, mais la MONUSCO, ici on n'évoque même pas le mandat du chapitre 7. Parce que là, la MONUSCO reste toujours avec... Ça sera certainement fait au Conseil de sécurité. Pour l'observation et tout cela. Ça fait partie de quelle solution? Parce que nous avons été toujours avec la MONUSCO ici. Et on a pris Goma. Ah oui, on a pris Goma. Ils étaient là et ils déclaraient que c'est l'appui.
nous donnons l'appui logistique. Dès qu'on a pris Goma, c'est eux-mêmes qui disent, ce n'est pas nous notre devoir de défendre l'intégrité du Congo. Mais ils disent qu'ils défendent la population. Chaque fois que la population est attaquée, ils tournent, ils prennent leur matériel, ils vont cacher quelque part. Moi, je crois que c'est une farce. La solution viendra que de nous, nationalistes, de mettre au pied notre armée, de soulever tous nos enfants nationalistes et de défendre nous-mêmes notre patrie. Le reste, c'est du blabla. Merci Mathieu Moulaja, merci professeur Kalele. Je constate qu'il y a des convergences entre vous deux et que le pays peut encore espérer, parce que lorsqu'il s'agit de l'intégrité territoriale, lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, les Congolais savent taire leurs divergences et parler le même langage. On l'a constaté ce soir que Mathieu Moulaja, bien que de la majorité, et Kalele Kabila, bien que de l'opposition, ont pu emboucher le même langage. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que très prochainement, nous pourrions les revoir. Monsieur Mathieu, vous êtes toujours le bienvenu ici. Merci. On pourra vous revoir ici sur Télé 7. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci. Très belle émission. Ah ouais. Merci.